La France est fière de ses grands groupes. Elle les préfère trop souvent à ses PME et ses entreprises de taille intermédiaire qui ont été sacrifiées à la stratégie de grandeur. Certes, on est très fiers de nos 39 multinationales françaises qui figurent parmi les 500 premiers groupes mondiaux. 39, c'est mieux que l'Allemagne qui en compte 37. 39, c'est beaucoup mieux que le Royaume-Uni qui en place seulement 29. Ces groupes français sont présents dans quasiment tous les secteurs. Finance, industrie, matières premières, services, construction, distribution ou logistique. Ils se révèlent très compétitifs, ils se déploient dans les pays émergents à forte croissance. Mais ils réduisent leur base d'activité en France. On connaissait les délocalisations industrielles pour trouver des coûts de production plus faibles, c'est le cas du textile et de l'électroménager. On connaissait également les stratégies de localisation pour se rapprocher de ces nouveaux clients, c'est le cas par exemple de Lafarge ou de Saint-Gobain. Mais on découvre, stupéfait, que les transferts de départements de R&D n'échappent pas à la logique de délocalisation. Je pense à l'annonce récente de PSA. Les délocalisations touchent aussi des centres de décision. C'est le cas de Schneider Electric, qui va délocaliser une partie de sa direction générale en Chine. Ainsi, ce sont désormais des maillons stratégiques qui quittent le territoire. L'avenir de nos grands groupes est inexorablement sur les marchés émergents à forte croissance. Il faut s'y résoudre. Ces grands groupes n'ont plus de rôle décisif pour stimuler notre territoire productif. Autre constat, la France ne manque pas non plus de toutes petites entreprises. Notre parc de TPE est quasiment aussi vaste que le parc allemand, alors que notre économie est 20% moins puissante. Et contrairement à une idée répandue, les Français sont en tête des pays créateurs d'entreprises en Europe, aidés, il est vrai, par le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est le paradoxe. La France ne manque pas d'entreprises, mais elle manque cruellement de vrais entrepreneurs. La France manque surtout d'entreprises de croissance, ces PME qui se transforment emploi après emploi en entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. La comparaison avec l'Allemagne est saisissante. Plus de 57 000 entreprises de 50 à 5 000 salariés d'un côté, réparties entre 47 000 PME et 10 400 ETI, comptent 32 000 de notre côté, réparties entre 28 000 PME et seulement 4 200 ETI. La France a des grands groupes et des micro-entreprises, la France a des start-up, mais elle a du mal à fabriquer des entreprises de croissance. Un chiffre révélateur. Quand une PME française accroît en moyenne ses effectifs d'à peine 15% en 4 ans, sa consoeur américaine les a doublés. Les causes de ce plafond de verre qui freine les PME dans leur développement sont nombreuses. Au centre, l'écrasement des marges trop faibles. Sur ce graphique est représentée l'évolution du taux de marge pour l'ensemble des entreprises françaises. Vous noterez au passage que notre appareil statistique ne se soucie guère d'isoler les données propres aux PME ou aux TI. Mais est-ce vraiment un acte manqué? Bref, sur ce graphique, vous observerez que le taux de marge est passé sous la barre des 29% en 2011. C'est le plus bas niveau observé depuis plus d'un quart de siècle. C'est aussi l'un des niveaux les plus bas en Europe. Les PME et ETI françaises pâtissent de leur positionnement moyen de gamme. Cela les rend très sensibles à la concurrence par les coûts et aux fluctuations de l'euro. Elles sont alors prises dans un cercle vicieux. Ne disposant pas d'un pouvoir de marché qui leur permettrait d'imposer leur prix, elles sacrifient leurs marges. Et avec des marges trop faibles, on fait moins d'innovation, moins d'investissement, moins d'export et moins d'emplois. Pour faire court, l'avenir est sacrifié. À l'échelle d'un pays, cela signifie une chose, le potentiel de croissance s'abaisse. Les marges sont sacrifiées, mais ce n'est pas tout. 93% des PME françaises sont confrontées aujourd'hui à des retards de paiement. Des retards qui s'établissent à 68 jours. 68, c'est 10 jours de plus que la moyenne européenne. C'est le symptôme évident du type de relations existant entre les grands donneurs d'ordre et leurs fournisseurs. Des relations commerciales tendues, bien loin de la culture coopérative qui prévaut en Allemagne. Mais même en Italie, les relations sont moins conflictuelles. La force de l'Italie, ce ne sont pas ses multinationales, mais l'ensemble d'un réseau dense de PME et TI qui entretiennent des relations beaucoup plus équilibrées. Autre trait, bien français, les entreprises de croissance passent rapidement dans le giron de grands groupes. Chaque année, 15% des PME de plus de 100 salariés sont absorbées par un groupe, souvent d'origine étrangère. Comme vous pouvez le voir sur ces exemples récents, tous les secteurs sont concernés. Les services informatiques, avec par exemple Business Object, le transport de marchandises, avec Aloin, et Internet, avec Price Minister ou Mythic, jusqu'au très français Yoplait, repris à 51% par l'américaine General Mills.
Le financement bancaire est également un obstacle majeur au développement des entreprises moyennes. Sur ce point, nous nous attendons pour 2012 à des conditions de financement extrêmement difficiles. Prises dans la spirale de la crise de la dette, les banques sont contraintes de renforcer leurs fonds propres et de limiter leurs risques. Elles vont, comme par le passé, durcir leurs critères d'octroi de crédit aux PME. Le crédit va devenir plus rare, le crédit va devenir plus cher. C'est ce qui est inquiétant à l'heure où beaucoup d'entreprises n'ont pas encore digéré la crise de 2008. Je souhaiterais aussi attirer votre attention sur un autre point, la fiscalité. Une fiscalité très défavorable à nos PME. Prenons le simple exemple de l'impôt sur les sociétés. Rapporté à l'excédent net d'exploitation, l'IS atteint 39,5% pour les PME, contre 18,6% pour les grandes entreprises. Pourquoi cet écart? Tout simplement parce que les grands groupes disposent de nombreux leviers pour optimiser leur fiscalité. Report déficitaire, société offshore, prêt de transfert. Autre exemple, le principe de franchissement des seuils de salariés. Cela conduit à une augmentation absurde des charges plus rapide que celle du chiffre d'affaires. On est ainsi confronté à cette bizarrerie française. Plus une PME crée des emplois, plus le poids de la fiscalité et des charges sociales s'alourdit. Il faut insister sur cette aberration. Rendez-vous compte, une pénalité est infligée aux PME qui créent des emplois. Mais il n'y a pas que l'État qui est responsable. Les patrons de PME, tout comme les ménages français, sont obsédés par la propriété immobilière. Par rapport aux États-Unis, il y a 2 fois plus de PME françaises qui possèdent leur immobilier professionnel. Un immobilier qui coûte très cher et qui limite la part accordée à l'investissement dans le capital productif de la société. Il constitue donc un frein à son développement. On l'a vu, les causes du manque d'entreprises de croissance en France sont multiples. Or, ce sont bien elles qui restent attachées à notre territoire. Ce sont elles qui conservent cette base territoriale pour innover, pour se lancer sur les marchés extérieurs. Ce sont elles qui sont potentiellement créatrices d'emplois. Un simple exercice de calcul élémentaire résume notre situation. Par rapport à l'Allemagne, il nous manque 4000 ETI. Une ETI, c'est au minimum 250 emplois. Il nous manque également 10 000 PME employant au bas mot 100 salariés. L'addition, c'est 2 millions d'emplois perdus, 2 millions à rapprocher à nos 2,8 millions de chômeurs, le chiffre officiel de la catégorie A.